Bonjour, bienvenue dans cette salle Martha Cooper. Alors, ceux qui sont présents ici, vous avez bien raison d'être présents ici. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre, même ceux qui sont à l'extérieur. Venez vous asseoir. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. On va parler d'un secteur qui est d'une supply chain qui doit faire face à une augmentation de la demande. Alors, c'est une supply chain de services. J'imagine que vous avez deviné puisque vous êtes là. C'est dans le secteur de la défense, parce qu'on a évidemment, là c'est un contexte géopolitique que tout le monde connaît, il y a une forte augmentation de la demande depuis quelques années. Et l'industriel qui va nous faire l'honneur de détailler un petit peu son projet de transformation supply chain, qu'il a aussi mis en place depuis quelques années, c'est KNDS, donc, qui font, enfin on va savoir, hein, mais les blindés, qui font les canons César. Et donc, Olivier Imp, qui est directeur supply chain de KNDS, va pouvoir nous détailler un petit peu cette transformation qu'il a mis en place dans son entreprise. Olivier, c'est à toi. Merci beaucoup Jean-Luc. Donc on a 45 minutes ensemble, merci de votre présence. Jean-Luc m'a invité effectivement pour vous partager tout d'abord effectivement un petit peu les spécificités de notre domaine d'activité. Je vais vous présenter un petit peu les activités de KNDS et celles des services clients au sein de KNDS. C'est une supply chain très particulière. Et puis, son retour d'expérience sur une transformation qu'on mène depuis maintenant plus de 4 ans et qui a été confronté, et on le verra, à un environnement client et surtout géopolitique très changeant qui fait que ce métier est un défi au quotidien. Alors rapidement, je vais me présenter. Donc, hop. J'ai 25 ans d'expérience dans l'industrie et plus particulièrement dans l'automobile et un petit peu dans l'aéronautique. Et puis, j'ai depuis 5 ans rejoint le groupe KNDS, et comme vous l'avez compris, pour les services clients. Mais avant tout, est-ce que vous connaissez KNDS? Et je vous invite à le découvrir en images. Alors, comme vous avez pu le voir, on est un systémier intégrateur, un groupe franco-allemand qui produisons donc des systèmes qui vont du petit robot Nerva de quelques dizaines de centimètres au char Léopard ou au Leclerc rénové de 60 tonnes. Et on
propose également toute une gamme de produits et de services qui accompagnent, ces produits. Alors, après avoir vu cette overview du groupe KNDS, intéressons-nous un petit peu au service client. Notre mission au sein des services clients, c'est d'assurer le maintien en condition opérationnelle de ces systèmes durant l'intégralité de leur cycle de vie. Et c'est là où démarre la première spécificité de notre supply chain, c'est qu'elle va accompagner le système pendant 40 à 50 ans. Quand on voit l'évolution de nos cycles technologiques et quand on voit l'évolution de nos supply chains, c'est déjà un premier défi. En deuxième défi qu'on va développer un peu plus loin, c'est qu'on est très dépendant de l'emploi du matériel. Et il est beaucoup moins, même si dans ce salon, on a plein de solutions pour faire de la prévision et l'améliorer. Cette prévision-là, je vous mets au défi. Il faut ouvrir le journal tous les matins pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. Voilà, donc première spécificité. La business unit, aujourd'hui, elle accompagne une cinquantaine de pays dans le monde, un parc système qui grossit tous les jours et qui, là, a déjà dépassé les 3000, et puis environ 15 000 systèmes d'artillerie dans le monde qui équipent aussi bien un canon César qu'un porte-avions Charles de Gaulle ou un avion Rafale. Donc, notre expertise, c'est d'assurer effectivement l'ensemble du cycle de vie. Une fois que je vous ai dit qu'on l'assurait pendant 40 à 50 ans, on l'assure depuis la conception, en concevant, alors pour les services clients et particulièrement pour la supply chain, tout le système de soutien, ce qu'on appelle le SLI, un soutien logistique intégré, et la supply chain démarre là, conception des emballages, conception des moyens de transport associés pour l'ensemble des équipements, que ce soit les équipements du système ou tous les outillages qui vont l'accompagner tout au long de son cycle de vie également. On va développer toute la formation, formation utilisateur, formation à la maintenance, mais on fournit tous les équipements associés à cette formation. Pas plus tard que la semaine dernière, on présentait le BIC, le banc d'emploi au chargement. C'est un banc qui simule effectivement l'arrière d'un César pour l'entraînement au chargement. On propose donc tout un tas de simulateurs à l'emploi et de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, et bien sûr tous les moyens de formation sont proposés par les services clients de KNDS. On va être là pour la détailler un peu plus loin. La supply chain, elle est présente tout au long du cycle de vie. Je vous le dis, depuis la conception jusqu'au démantèlement. Mais le cœur de l'activité des services clients pour accompagner, c'est d'assurer cette supply chain, que ce soit en gérant l'entretien du référentiel d'article. Il faut qu'on gère cette base d'articles, l'entretien du panel fournisseur et puis bien sûr les stocks, la logistique et tout ce qui va pour délivrer le service au client. La maintenance est un grand volet également des services clients. On va proposer de la maintenance pour accompagner que ce soit le cycle de préventif, d'entretien récurrent, mais jusqu'à la reconstruction complète de système. La régénération, là aujourd'hui on est dans un cycle de rénovation du Charles Leclerc. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le suivre. On a d'énormes activités très technologiques et industrielles sur cette partie-là. Et puis le démantèlement, c'est loin d'être qu'une activité de recyclage de matière. Pour nous, c'est une opportunité de recréer de la valeur. D'abord, en régénérant tous les articles qui peuvent l'être pour prolonger l'ensemble de la durée de vie du parc. On est sur des objets technologiques plutôt rares, petite cadence, forte technologie. Et donc, quand un produit doit être démantelé, on récupère tout ce qui est possible et on régénère la ressource pour recréer du potentiel pour le reste du parc. Voilà. Pour nous, c'est un enjeu majeur, le démantèlement en supply chain. Alors, une fois que je vous ai dit qu'on était sur l'ensemble du cycle de vie, où est-ce qu'on se situe sur la chaîne de valeur? Eh bien, la business unit des services clients de KNDS se situe sur l'ensemble du cycle de valeur possible. En tout cas, c'est ce que nous proposons. On accompagne notre client
si on veut se représenter graphiquement, sur un axe qui va à son profit, en fonction du niveau de délégation qu'il va nous donner. Le point de départ, c'est la pièce de rechange de base, du 1 de base sur catalogue. On propose bien sûr le catalogue, alors de pièces de rechange, mais aussi de services associés. Et c'est le premier niveau, c'est un engagement de moyens. Si on va un petit peu plus loin, on va aller sur le flux tiré et on va proposer de bout en bout, que ce soit pour de la pièce de rechange, de l'outillage, d'autres moyens nécessaires au maintien en condition opérationnelle des services par cette livraison sur la demande. Ensuite, on met en place des stocks, on passe sur un flux poussé et là, on propose des services plus rapides, puisque dans le précédent point, le client supporte l'ensemble du cycle de la supply chain, de la consultation du fournisseur, des fois au traitement de l'obsolescence, voire de la reconception complète. Là, sur le flux, on s'engage sur une disponibilité de pièces et on fait effectivement positionner des stocks et on prend une part de risque sur ce service-là. Notre cœur d'activité est juste après, c'est-à-dire que notre cœur d'activité, c'est de proposer ce qu'on a appelé dans le jargon les contrats verticalisés. Et là, on propose une supply chain complète, de bout en bout, qui va de l'entretien de l'ensemble des éléments nécessaires à assurer la supply chain, donc le référentiel, la base article, le SLI, la surveillance et le traitement des obsolescences, tout ce qui est nécessaire pour avoir la capacité, on dit, à ravitailler. Et ensuite, on manage l'ensemble du portefeuille fournisseur, on va manager l'ensemble du cycle SNOP, la logistique en 4PL, et on propose un service de livraison quasi quotidien à notre client en fonction des exercices, du besoin de l'emploi qu'il a à réaliser. Donc là, on s'engage, nous, sur la disponibilité du système. Surtout si il nous a également délégué la maintenance. Et donc dans ce cas-là, on a vraiment une disponibilité qui est garantie au client. Enfin, si on pousse la logique jusqu'au bout, le client n'est plus propriétaire du système, c'est nous qui sommes propriétaires du système et on assure là un engagement capacitaire, c'est une solution qui est complète dans ce cas-là. Intéressons-nous maintenant à la supply chain et je vous propose de la regarder en image pour démarrer. Voilà. Donc, notre engagement, c'est d'assurer et de garantir la réussite des missions de nos clients. C'est notre client qui est au cœur de nos problématiques, au cœur de notre quotidien. Alors, pour gérer cette supply chain, par contre, on a un paquet de défis. Comme je vous l'ai dit, on a des cycles de vie pendant de 40 à 50 ans avec tout ce que ça amène, et puis des prévisions qui sont basées sur le profil d'emploi du matériel. Et donc,
ça, c'est la première spécificité. J'en ai listé 5 et c'est loin d'être exhaustif du maintien en condition opérationnelle dans l'industrie de la défense. Donc, on a à différencier également le code d'essentialité, la nécessité, l'impérieuse nécessité ou non pour garantir la mission de certains articles. Et donc, en ça, c'est un niveau de complexité encore supplémentaire. Et puis, bien évidemment, il y a toute la connaissance des taux de défaillance du matériel qui intervient et qu'on entretient en permanence, parce qu'effectivement, on ne peut pas se baser sur la fiabilité donnée par les constructeurs, ça serait trop simple. Donc là-dessus, on la suit, on la teste, on l'éprouve, et bien souvent, elle n'est pas forcément intuitive. Hein, je vais même vous donner des exemples. Actuellement, on emploie beaucoup plus le matériel qu'il y a 4 ou 5 ans. Et ben, le matériel, il nous montre que plus il est employé, plus il est fiable. Voilà. Donc ça, c'est une donnée essentielle dans notre SNOP et qui est stratégique. La deuxième spécificité, elle intervient dans le niveau suivant, hein, donc dans l'aspect planification. Et donc aujourd'hui, nativement, hein, comme je vous l'ai dit, on est quand même sur des produits extrêmement technologiques qui est plutôt rare. Et donc, pour nous, l'économie circulaire, c'est vieux, c'est très très vieux, quoi. La ressource, elle est régénérée en permanence. Voilà. 50% de notre business, c'est de la réparation, c'est du réemploi, c'est des cycles, des analyses techniques, etc. Et donc, cette gestion de spécificité, elle est également complexe parce que quand on a une évolution sur un matériel, elle n'est pas systématiquement portée sur l'ensemble du parc. Hein, alors on a connu ça dans l'aéronautique, même si l'aéronautique standardise de plus en plus, mais nous, on est très loin d'être standardisé. Donc, au-delà, en plus d'avoir cette particularité, les articles peuvent avoir des niveaux de configuration différents. Donc ça, il faut qu'on connaisse à la fois nos articles, les systèmes sur lesquels ils sont montés, la configuration des systèmes, et donc de gérer par là une interchangeabilité. Et également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une gestion avec des fois des contrats verticalisés sur lesquels le client achète pas forcément, tous les clients n'achètent pas forcément le même niveau. Donc, on est obligé aussi de gérer une multipropriété. Pour un même article, on peut avoir jusqu'à une quarantaine de propriétés de clients différents. Donc, par là même, quand on fait l'adéquation charge-capacité ou la planification, c'est un niveau, on pousse nos ERP dans des niveaux de retranchement assez particuliers. Ensuite, on intervient la partie approvisionnement, et donc là, c'est de gérer un panel fournisseur pendant plus de 40 ans. Comment on va faire pour que le fournisseur il nous garantisse la capacité à produire et à fournir la prestation, un rechange ou une réparation, une analyse technique pendant les 40 à 50 ans de durée de vie du système. Et donc ça, c'est un défi avec les achats au quotidien d'entretenir cette particularité-là. Une grande autre particularité de la défense, c'est qu'on a besoin de souveraineté. Et donc, cet écosystème fournisseur, il est majoritairement français, très majoritairement français. Donc, c'est un autre défi et il faut qu'on prenne soin de notre BITD, base industriel technologique de défense. Le dernier, la logistique, elle doit répondre aux exigences, mais là, rien de nouveau sous le soleil. Hein, tous les métiers ont leurs normes. Celles-ci ont quand même quelques particularités d'exigence. Je vous rappelle qu'on travaille dans un domaine qui est nativement interdit. On n'a pas le droit de commercer du matériel de guerre. Donc, on est soumis à conditions. Et puis, la gestion des référentiels et le maintien en permanence de suivi du pilotage et du traitement des obsolescences. Alors, on est là pour parler de transformation, vous me direz, on n'en a pas encore parlé. Alors revenons sur le contexte de 2018. L'armée de terre est confrontée à un vieillissement de son parc et décide de lancer le programme Scorpion. Alors le programme Scorpion, c'est un renouvellement d'une grande partie de son matériel blindé, les VAB et le 10RC en particulier. Il va s'appeler Scorpion, ce programme, et il vise à moderniser les capacités de l'armée de terre, mais également en amenant un nouveau type de concept, le concept
interopérabilité. Et donc, on crée ce qu'on appelle la bulle Scorpion, où chacun des matériels est interconnecté et peut interagir en permanence les uns avec les autres ou les uns avec les données des autres. Et donc ça, on lance ça dans un contexte d'économie de guerre. Alors, donc 2018, lancement du programme Scorpion. Ça veut dire quoi pour KNDS? Dans un environnement dans lequel on avait été plutôt avec des cadences et des volumes faibles, on est confronté à prendre le virage de la croissance. Et on va basculer d'une centaine de systèmes produits par an à plus de 400, 450 cette année. Et ça, c'est un changement radical pour l'entreprise. Et donc, l'ensemble de l'entreprise entreprend des plans de transformation pour répondre à ce défi. Alors, pour la production, donc, on en a parlé. Pour les services clients, oui, et puis, au-delà du nombre de matériel, c'est aussi la technologie qui est radicalement revue, puisqu'on va on va multiplier par 7 la diversité de nos systèmes en passant de 6 variantes produites en même temps à 42 variantes, à la digitalisation et à l'augmentation de nos capacités industrielles. Pour les services clients, ça a bien sûr un effet retard. Chaque système produit, je vous le dis, il est parti pour 50 ans d'emploi. Donc, on était là, nous, en train d'anticiper une multiplication par 4 de notre parc en service d'ici 2030. On partait en 2019 d'environ 1200 systèmes sur lesquels on assurait le maintien en condition opérationnelle pour la France. On est actuellement au-delà des 2500 et on vise les 5200 en 2030. Donc ça, c'est le défi sur lequel on se positionnait à relever en 2018. Et là, comment accompagner ce déploiement des nouveaux parcs? Les premiers jalons, c'était de mettre en place les premiers lots de pièces de rechange. À chaque système sorti, il fallait qu'on soit déjà capable de livrer. C'est comme nous tous, quand on achète une voiture, dès le premier jour, il faut que tous les garages soient capables de dépanner et d'assurer l'entretien de notre matériel. Donc le premier défi, d'assurer ça, ces premiers lots, d'accompagner aussi la mise en place des outillages pour la maintenance. Donc dans un garage, les outillages, il y a rarement des spécificités, peut-être maintenant les valises électroniques. Mais pour un blindé, je peux vous dire que chaque système blindé a un lot d'outillage considérable qui l'accompagne dans chacun des régiments, dans chacune des projections en OPEX, etc. Donc, on a mis en place, avec des gens dans la salle, des sacrés lots d'outillage, des centaines de caisses, et effectuer les formations pour la mise en place des moyens nécessaires. Voilà. Alors, démarrage de la transfo, 2019, pour les services clients, c'est quoi? C'est placer encore plus le client au cœur de nos activités. Démarrage de ce projet de transformation. Il vise à accompagner le démarrage du programme Scorpion, à accompagner la production dans son ramp-up qui devait prendre 5 ans, et se préparer, nous, à affronter la vague, comme on dit, de passer de 1200 à 5200 systèmes à suivre en 2030. Et on n'en est qu'au milieu de la vague. Première étape, 2020, début du projet de transformation pour la Business Unit Service Client, une transformation sur une impulsion forte, avec l'objectif de rendre notre supply chain performante, agile, résiliente et innovante. Alors pour ça, je me suis fait aider de gens dans la salle, je tiens à les remercier. Donc Hélène, for Horizon Square, qui nous a beaucoup accompagnés sur pas mal de lots et le lot logistique. Nicolas Hulot, Sitwell, dans tout l'aspect organisation métier, structuration des processus. Voilà, un énorme travail de conduite du changement et d'accompagnement des équipes. Et puis, bien sûr, j'en profite pour remercier toutes nos équipes KNDS, l'investissement considérable de nos équipes pour réaliser cette conduite du changement qui n'est jamais facile à accepter. On passe par toutes les courbes, c'est ça, Nicolas, le déni, le rejet et l'acceptation. Donc, est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'acceptation? Oui, moi j'ai le sentiment. Et merci encore Hélène et Nicolas.
Alors, les 5 piliers de notre transformation, le premier, c'était bien sûr l'organisation des métiers opérationnels basés sur des standards. Alors, j'adore le domaine de la défense que j'ai rejoint avec beaucoup de plaisir, mais on parlait avec un vocable qui n'était pas forcément facile à présenter à l'extérieur de notre système de la défense, avec du dimensionnement, du ravitaillement. Donc, quand on mettait des annonces d'emploi et qu'on cherchait un ravitailleur, j'avais pas forcément énormément de candidats, et donc on s'est réellement appuyé sur l'expérience du civil, et on a restructuré les métiers, pas forcément en profondeur, mais beaucoup en adaptation, en agilité, et on s'est mis donc dans cette démarche, et on a créé des demand planners, des supply planners. Il y a également des master planners. Il y a des supply chain managers produits, il y a voilà, tout un écosystème qui est beaucoup plus lisible et qui peut permettre aujourd'hui aussi de s'adapter, d'être capable d'accepter des outils du domaine du civil. Le deuxième pilier, ça a été bien sûr de refondre nos processus pour plus d'agilité. Bon, le SNOP, c'est celui dont on parle le plus, mais il y en a bien évidemment dans chacun des métiers, et on a refondu nos processus pour être à la fois mieux compris, plus efficace, plus performant, plus agile, plus résilient. La conduite de la transformation digitale, puisque dans ce projet, après ces 2 piliers, on devait à la fois changer de RP, développer un WMS de zéro, on a été le chercher chez un partenaire, avec un partenaire, développer de la BI, tous les outils étaient à refondre, on n'en avait pas changé, en tout cas le RP avait 20 ans, la BI n'existait pas, notre outil préféré, comme beaucoup d'entreprises, c'était Excel. Voilà, et donc on a dit Stop Excel Factory, et on a déployé ce pilier, le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'était la refonte et la modernisation de notre logistique, parce que comme vous l'avez vu, il a fallu qu'on multiplie par 2,5 les capacités de production. Ça a été des dizaines de millions d'euros d'investissement de KNDS dans son outil productif. Mais bien évidemment, on s'est aperçu très rapidement que les murs étaient trop étroits pour accepter tout le monde, et on a invité la logistique, et particulièrement la logistique des services, à se penser ailleurs. Donc, se penser ailleurs, pour nous, ça a été une superbe opportunité de partir d'une feuille blanche. Et donc, on a refondu et modernisé notre logistique en s'appuyant sur un partenaire qui s'appelle Geodis. Et on a fait de l'innovation, de l'agilité, de la résilience, et on a déployé de l'automatisation. Le dernier pilier sans lequel rien ne fonctionne, c'est l'excellence opérationnelle. Sans elle, on peut oublier tout le reste, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, 2020, vous me direz, mais c'est bien beau, une feuille de route comme celle-là, on n'en voit pas tous les jours. Oui, et en plus, j'arrive le 1er mars. Qu'est-ce qui se passe le 1er mars? Covid, au bout de 8 jours, confiné. Télétravail, c'est bien joli, mais en fait, pour nous, ce n'était pas ça. C'est comment on serre les forces, comment on assure le service dans la défense, dans un environnement dans lequel à la fois on a un ramp-up, on a une énorme transformation, mais en plus on est confiné. Et face à ça, nous, la première préoccupation, c'était de répondre aux préoccupations du client. Et c'est quoi la préoccupation du client? Oui, c'est quoi la résilience dans la défense? Et donc, nouvel enjeu dans notre transformation, on voulait être performant, agile, et la résilience trouve tout son sens. Et là, on doit trouver en nous les ressources et les solutions pour répondre aux clients, et donc s'enchaîne tout un tas d'échanges et de débats, et de dire comment dans notre supply chain, comment dans nos services clients, on est capable de répondre quoi qu'il en coûte aux besoins et garantir la réussite des missions de nos clients. Voilà, donc premier défi, déployer la transformation dans un contexte où on est confiné. 2021, la nouvelle organisation est en place. On a des premiers résultats spectaculaires. Nos fournisseurs nous livrent à l'heure. Génial. Donc ça, c'est génial. Déjà, on les a embarqués avec nous, alors qu'eux aussi, ils étaient tous confinés, hein, je vous rappelle. Voilà. Et là, contexte géopolitique évolutif, qu'est-ce qui se passe? On sent la hausse des tensions à l'international, et le client nous parle de haute intensité. Alors, haute intensité, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que depuis maintenant une trentaine d'années, on était dans un défi qui était d'optimiser nos ressources
post-guerre froide et comment on assure la souveraineté de la nation, mais dans un contexte économique extrêmement contraint. Et là, tout d'un coup, on entreprend un virage qui n'intervient que tous les 30 ans, et on se dit comment on devrait être en mesure de se projeter demain dans un combat de haute intensité, dans un conflit plutôt à l'Est, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on nous dit, bah, voilà, sur vos profils de consommation, vous aviez quelques dizaines de milliers d'heures par an, il va falloir imaginer quelques centaines. Et combien de temps on a pour faire ça? 4 à 6 mois, quoi. Mais 4 à 6 mois, on est là-bas. Voilà. Donc, là-dessus, pareil, on a une supply chain qui doit être performante au quotidien sur l'emploi du quotidien, mais qui doit être capable de réfléchir et de mettre toutes les ressources en alerte quelque part, ou au moins les dimensionner de façon à répondre à cet enjeu client. Donc voilà, et quand on parle effectivement, alors quelques chiffres qu'on m'a donné les experts de la supply chain de la défense, mais voilà, se projeter, c'est 9000 conteneurs qui doivent être projetés en 3 semaines, c'est 225 trains pour projeter effectivement les systèmes, les pièces de rechange, le carburant, toutes les ressources nécessaires en 3 semaines pour tenir 30 jours. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, et sur lequel aujourd'hui, nous, on fournit quelques centaines d'équipements par jour. Hein. Voilà. Donc, premier défi. 2022, nos processus se mettent progressivement en place. En tout cas, on les éprouve au réel. Et le taux de service client, lui, en tout cas sur la partie forfaitaire, fait son premier bond et passe au-dessus des 90%. Et là, juin 2022, le président de la République inaugure le salon Eurosatory et il nous parle d'un nouveau concept qui s'appelle l'économie de guerre. Et issu des réflexions sur la haute intensité, on s'aperçoit qu'il faut amener tout l'écosystème industriel vers un nouveau défi, la capacité de se projeter dans l'avenir. Et est-ce que c'est de la théorie? Non, là, ça doit devenir de la pratique. Et donc, c'est une démarche globale française qui veut viser donc effectivement à se préparer. Et pour nous, côté service, ça se passe également par des wargames. Et donc un premier exercice qui s'appelle Orion va nous réunir entre les différents industriels de la base de la partie terrestre, de façon à se mettre dans l'esprit et dans les moyens nécessaires pour se projeter. Donc on relève ce premier défi, on se met à penser capable de se projeter. On met, l'armée nous met dans un contexte de conflit qui pourrait être actuel. Et puis, on passe dans une... Pourquoi il ne veut plus? Voilà, merci. Voilà, et on se met aussi dans une capacité de régénérer rapidement des équipements. Ça veut dire quoi l'économie de guerre dans les services? C'est aussi la capacité à régénérer en permanence les systèmes qui seraient utilisés par l'armée. 2023, une année charnière pour nous. En même temps, on démarre la nouvelle plateforme logistique. On doit envoyer les premières pièces et en même temps, on fait un changement de RP. On est fou, mais on aime ça. Voilà. Et pour ça, je vous invite à découvrir notre nouvelle plateforme en images.
Voilà. Et donc, dans ce contexte où nous, le changement se concrétise, et quand, pour ceux qui l'ont fait, connaissent un changement de RP et en même temps un changement de WMS, ça a été une année de rupture. Et le client, lui, nous dit maintenant, l'économie de guerre, on va passer du concept à l'emploi. Et donc, pour KNDS, ça a été un triplement des cadences de production du César, ça a été un triplement des cadences de production des obus. Ça a été une augmentation encore de nos cadences de production. Et puis pour le client, côté MCO, son ambition, c'est de retrouver de l'épaisseur, comme il disait, et donc un besoin de redoter les stocks. Et donc là, il nous donne un défi face au défi de l'économie de guerre dans le cadre d'une escalade du conflit ukrainien, de passer d'une logique, d'une supply chain de flux optimisée, performante et qui optimise la ressource en permanence, à un système qui doit conjuguer le flux, mais également l'épaisseur et remettre des stocks. Mais sans pour autant, effectivement, couper cette logique de flux qui permet d'entretenir des fournisseurs en permanence, dans des tout petits volumes, mais pendant 50 ans. Donc, on doit repenser tout notre écosystème par rapport à ça, adapter nos processus, repenser notre organisation de façon à être en mesure de répondre à ce défi, de reconstituer des stocks, tout en entretenant la base industrielle de défense et en étant capable d'être agile et performant au quotidien. Voilà, 2024, montée en puissance de notre système. Et donc là, on commence à voir les effets de tout ce que je vous ai présenté, qui était prévu, le ramp-up de 2018, avec nos moyens, nos outillages, nos pièces de rechange, etc. Et là, on a fait, entre l'an dernier et cette année, on a fait x4 sur nos volumes dans la plateforme. On a fait également 0 accident en 2 ans. Ça, c'était hyper important. On place vraiment la sécurité et la qualité au cœur de nos priorités du quotidien. Et ça, je pense que je prêche des convaincus. On a divisé par 4 la non-qualité perçue par le client. Et puis, et enfin, on a divisé par 4 également notre retard et l'indice de retard, la profondeur de retard. Donc, il y a une vraie montée en puissance. Et pour faire ça, comme je vous le disais, la clé de réussite, c'est l'excellence opérationnelle, c'est le fonctionnement des équipes au quotidien, c'est l'échange, l'interopérabilité entre les métiers de façon à être efficace. Et pour l'enjeu client, nouveau verbatim, vous me direz, nouvelle ambition, le MCO TER 2030, et cette fois, avoir des contrats dits bons de guerre. Et donc, tout ce que je vous disais dans la supply chain, on est en train de le contractualiser avec le client de façon à le rendre périn et capable d'être financé. Voilà. Alors, cette supply chain qui s'est transformée et qui a été confrontée à un enjeu politique, elle trouve effectivement pleinement le rôle de stratégique qu'on lui prête tous. Hein, nous, alors, pareil, on est en salon de la supply chain, donc si je ne dis pas que la supply chain est stratégique, là je prêche des convaincus. Mais là, elle trouve vraiment une réponse par rapport aux besoins du client. Mais dans cette transformation, il y a encore d'autres éléments à prendre en compte. Bien évidemment, elle doit adopter la robustesse militaire, tout à l'agilité industrielle, et elle doit faire face à des nouveaux besoins technologiques. Le premier, 2021, on a la fabrication additive qui était très à la mode. Donc, bien évidemment, le client, lui, voit tout son intérêt dans la fabrication additive en disant « Je suis à 5000 km de mon territoire, j'ai besoin d'une pièce de rechange dans les 24 heures, mais il n'y en a plus dans mon conteneur. Est-ce que je suis capable de refabriquer sur place la pièce dont il me faut ?» Et donc, on accompagne le client dans ce service-là, principalement dans la fabrication additive métallique. Pour ceux que ça intéresse, on a un écosystème qui s'appelle le Printing de Bourges, que je vous invite à aller voir, sur lequel on accompagne le développement de toute notre BITD également, pour développer la fabrication additive dans nos solutions. Alors, bien évidemment, c'est complexe, mais voilà, premier effet. Et c'est quoi une supply chain des services clients qui utilisent la fabrication additive à 3000 km de nos bureaux?
Le deuxième défi technologique qu'on a pris en compte, c'est le jumeau numérique. Comme je vous l'ai dit, on suit la configuration en service de nos clients. Et donc, comme chaque système est différent, on a besoin d'un jumeau de nos systèmes. Et donc, on développe également cette brique technologique pour répondre encore plus aux besoins de nos clients. Troisième, la maintenance prédictive. Alors ça, c'est essentiel. Beaucoup d'industriels en ont besoin. En premier lieu, on a été benchmarké la SNCF, d'ailleurs, hein, qui est là dans la salle, pour nous montrer c'est quoi le potentiel de la maintenance prédictive dans le maintien en condition opérationnelle de systèmes complexes. Et enfin, l'actualité, hein, l'IA, vous me direz, voilà, donc on y va à grands pas, comme vous tous, dans cette innovation au quotidien. Alors, une fois les innovations, bien évidemment, on revient sur le contexte international qui est marqué par les tensions géopolitiques et qui, au-delà des besoins propres de l'armée de terre française, qui est notre client principal, il y a également tous les autres pays que je vous ai cités et sur lesquels on est amené à également de nouveaux défis. Bien évidemment, ces nouveaux défis, ces nouveaux enjeux, c'est l'augmentation des volumes également à l'export, avec une complexité, comme je vous le disais, on est soumis à la réglementation du matériel de guerre, et donc une complexité à aller expédier nos pièces dans certaines destinations. La deuxième, c'est effectivement, une fois qu'on a expédié les pièces, comme je vous l'ai dit, on est dans une entreprise qui s'appuie essentiellement sur l'économie circulaire, et comment on fait revenir la ressource mauvais état dans notre supply chain. C'est un autre défi à l'international. Le troisième, donc, de réaliser des prévisions sur des profils de l'emploi qui sont peu connus. La France, encore, on la voit tous les jours, on communique avec elle tous les jours. Dans notre relation à l'international, bien évidemment, on a encore beaucoup moins d'informations. Et donc, on doit réussir à se projeter dans beaucoup d'hypothèses très différentes. Et puis, notre contexte géopolitique a entraîné également de nouveaux risques, des risques d'approvisionnement. Vous êtes tous confrontés à ça. Alors, moi, vous ne m'entendrez pas parler de problèmes de frais de douane. Hein, ça, ce n'est pas du tout mon sujet. Voilà, je vous dis. Mais on a dans nos rangs 3, nos rangs 4, beaucoup d'éléments technologiques qui viennent quand même de l'international, sur lesquels il faut que nous, la France, on soit résilients. Et donc, on redéveloppe des analyses sur notre potentiel de souveraineté, ou du moins sur nos risques et sur nos problématiques de sûreté. Alors, comment répondre à ces nouveaux enjeux et réduire la vulnérabilité aux crises internationales? Alors, pour nous, dans cette transformation, c'est passé par le renforcement des partenariats entre industriels, armées, services clients. Industriels, prestataires, hein, avec Geodis notamment. Ça nous a permis, par exemple, d'avoir une plateforme qui est à la fois dans son organisation, dans sa conception, totalement agile et modulable. On est capable de faire plus 30%, moins 30% en juste quelques mois. Là, je ne parle même pas d'un semestre. C'est dans ses gènes. Elle est capable également d'être projetée dans l'écosystème Geodis. Et ça, aujourd'hui, pour nous, c'est un gage d'agilité et donc de sécurisation de notre supply chain. Mais on a pensé ça, parce que je parle de la logistique, parce que c'est peut-être le plus facile à appréhender, mais dans l'ensemble de notre supply chain, on a essayé avec le client d'anticiper ce besoin et cette capacité d'agilité à cycle court. Continuer de renforcer le déploiement des bonnes pratiques du monde civil, la gestion de pénurie, la digitalisation, la continuité numérique. Donc on a développé la BI. Je suis ici aussi pour échanger avec pas mal de sociétés sur les solutions du civil, parce qu'on doit être capable de continuer d'être en interaction et capable d'utiliser toutes ces ressources, et ça renforcera la capacité de la résilience du monde de la défense. Construire une logistique interfacée, donc on en a déjà parlé. Et puis, améliorer la performance opérationnelle sur le long terme au travers de l'excellence opérationnelle durable employée au quotidien, tous les jours. Voilà. Le challenge perpétuel
et bien sûr de garantir une supply chain performante, je l'ai dit, résiliente, agile, et réactive. Voilà. En conclusion, c'est un défi quotidien de construire une transformation majeure en s'adaptant à l'actualité, et ce qui implique une refonte ou une évolution permanente de nos systèmes, de nos organisations, de notre supply chain. Donc voilà, donc c'est un témoignage. Hein, je ne suis pas là pour vous apprendre des innovations ou vous donner un cours de supply chain, mais juste pour vous faire un retour sur image de 5 ans d'une transformation aujourd'hui qui porte ses fruits et qui répond en mettant le client au cœur de ses préoccupations. Alors, je suis à disposition pour vos questions. Oui, ben on va prendre le temps pour les questions. Déjà, je voulais vraiment te féliciter à la fois pour le projet de transformation, mais pour la clarté de ta présentation. C'était vraiment exceptionnel. Enfin, et je ne le dis pas tout le temps, mais franchement, c'est très riche en informations, en enseignement, et notamment d'ailleurs, parce que c'est vrai que tu disais l'utilisation aussi à la fois d'outils supply chain qui sont utilisés dans le monde civil, etc. Mais peut-être qu'on ne se fait pas assez la réflexion que la supply chain de défense a des tas de choses à apprendre aussi aux autres sur la partie circulaire, sur la partie reverse logistique. Vous êtes largement en avance, ou même presque sur l'économie d'usage en fait, parce que c'est... Ah oui, nous, notre principe, c'est l'économie de la ressource, parce qu'elle est extrêmement rare et précieuse. Est-ce qu'il y a des questions, des doigts qui se lèvent dans la salle? Oui, tout de suite. Donc ça, tout de suite, on peut mesurer la qualité de la présentation quand il y a des questions comme ça. Là. Vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Francis Henry, Société Valentique. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, la qualité était là. Votre métier est assez particulier, assez spécifique, et vous appuyez dans la supply chain sur des outils digitaux, des solutions, etc. Quelle est la place ou la part du spécifique, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas les bonnes briques dans les solutions supply chain et vous devez subvenir par d'autres moyens? Alors, c'est une excellente question. Moi, mon adage, alors déjà, j'en avais... Quand je suis arrivé dans la transformation, j'avais dit à mes équipes, en termes de solutions technologiques, en tout cas de systèmes d'information, vous pouvez me proposer toutes les solutions que vous voulez entre 3 solutions, l'ERP, l'ERP ou l'ERP. Et dans le projet ERP, le problème, c'est que je suis arrivé 3 ans trop tard, hein, Bertrand, ça doit être ça, parce que pour moi, c'était zéro spécifique l'objectif. Bon, aujourd'hui, on en a une bonne vingtaine, malheureusement, mais en fait, notre objectif aujourd'hui, c'est plutôt que le métier se remette à se repenser, à se challenger pour tendre vers des briques technologiques du civil et du standard. Du maintien en condition opérationnelle, ok, on en fait dans la défense, mais on en fait dans l'aéronautique. Dans tous les objets complexes, hein, l'aéronautique, le ferroviaire, les engins de BTP, etc. Pareil, ils ont le même défi de faire vivre pendant plusieurs dizaines d'années des objets technologiques extrêmement complexes, et ils arrivent à le faire avec des moyens du civil. Donc pour nous, l'objectif, c'est vraiment de tendre vers ça et de se repenser de façon à être le plus standard possible, de façon aussi à être capable de suivre les évolutions du marché. Parce que le marché, lui, il évolue beaucoup plus vite que nous. Alors j'espère avoir répondu. Une autre question, tout de suite, ça fuse là. Là, il y a une... Bonjour, Sylvain Carouet, Siemens Digital Industries Software. Alors ma question, merci déjà pour la présentation, c'était très clair. Vous nous avez parlé de votre transformation qui a été engagée jusqu'à aujourd'hui 2025. Quelles sont les prochaines étapes ou évolutions qui pourraient rentrer dans le cadre d'un processus d'amélioration continue de votre supply chain? Est-ce que vous avez déjà des choses en tête? Alors oui, bien évidemment. Comme vous l'avez vu, voilà, donc on touche un bon niveau de performance, mais pour autant, on n'est qu'au milieu du chemin. Hein, donc dans notre ramp-up, hein, en 2005, 2600, on doit se préparer à 2030. Donc premier défi, continuer de croître, hein, dans notre accompagnement du client.
Deuxième défi, eh ben, on le voit, les environnements géopolitiques, géostratégiques continuent d'évoluer au quotidien. Et donc, c'est de continuer d'accompagner le client dedans. Et donc là, on en est dans cette phase d'être dans des contrats bons de guerre. On a signé, vous l'avez, pour ceux qui s'intéressent, le Fed hier, on a publié sur LinkedIn cette nuit la signature du nouveau contrat de maintien hybride, comme il s'appelle, avec l'armée de terre. Et donc, on va l'accompagner. Donc ça, c'est le défi à court terme. Et puis, pour KNDS, on est un groupe franco-allemand. On doit continuer à travailler sur les synergies et l'homogénéisation des pratiques au sein du groupe. Et donc, ça, c'est notre défi. Une autre question. Oui, allez-y. Amélie Bro, Société Thales. Passer de 35% à 85% doté des fournisseurs dans un contexte de ramp-up extraordinaire, ça interpelle. J'imagine que ce n'est pas juste, entre guillemets, la réorganisation de vos métiers qui a amené ça. Quels ont été les 2-3 leviers que vous avez mis en place? Alors déjà, je vous remercie, parce que Thales est un de nos principaux fournisseurs. Donc, vous faites partie des gens qui ont permis ce succès. Non, c'est un vrai partenariat entre nos équipes et l'écosystème fournisseur. La première clé du succès, c'est d'être clair avec eux. Donc, quand on sait exprimer bien notre besoin, le client sait bien y répondre. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est que c'est souvent le fait d'animer notre fournisseur qui va être le succès. On a affiché 36%, mais est-ce que c'était réellement les 36% dont on avait besoin? Donc on a effectivement beaucoup travaillé à ce que nos approvisionneurs repensent leur métier, l'animation, donc on fait des relances permanentes, on repositionne les approvisionnements avec chacun de nos fournisseurs de façon d'être au plus juste, le plus efficace possible au sein de notre supply chain, mais aussi au sein de leur supply chain. Voilà, et donc notre défi là, c'est maintenant de déployer le SNOP chez nos fournisseurs dans les années à venir, parce que c'est hyper important après d'être interconnecté pour aller encore plus loin. Mais voilà, bon. Après, quand on met un problème sous lumière, déjà, 50% du problème, il disparaît, hein, quand on commence à s'en préoccuper. Bon, une est-ce qu'il y a une dernière question? Dernière. Et après, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, ouais, merci. Mais après, on pourra prolonger et poser des questions à Olivier pour... Ça marche ou pas? Ouais. Oui. Merci pour cette présentation. Alexis Genel, manager de transition supply. Moi, j'avais 2 questions, mais rapides. La première, c'est comment vous gérez, vous arbitrez les conflits entre la production neuve, le rétrofit et les remplacements, première question. Et la deuxième, je pense que vous avez beaucoup de choses à apprendre à tout le monde sur comment vous arrivez à gérer, vous, le risque technique et technologique des solutions que vous employez, cybersécurité, voilà, comment vous gérez ces menaces-là, parce que ça peut être une vraie faiblesse. Bon, sur vaste question au pluriel. Peut-être de manière très succincte. Ouais, non, mais je pense qu'il faut on échange en dehors, effectivement. Non, mais sur le risque cyber, effectivement, tout comme Thales, et on s'appuie sur des solutions Thales aussi, pour avoir un écosystème qui réponde aux enjeux de la défense et à la menace. Donc ça, et puis bon, pour la première question, on pourra s'en échanger, parce que je pense qu'il faut une thèse pour pouvoir vous répondre. Désolé, mais... Voilà, merci encore, hein, vraiment Olivier, j'insiste. Merci beaucoup d'être venu pour nous présenter ce projet. Et merci à l'équipe de communication qui m'a accompagné, parce qu'ils nous ont fait un support de choc. Bonne journée à tous.